Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 25 janvier 2022. J'espère que vous portez tous très bien. On a eu beaucoup d'actions d'hier, donc l'ADJ va être pas mal complète, que ce soit au niveau des news ou même au niveau de l'analyse technique, puisque vraiment, comme je viens de vous dire, il y a eu vraiment pas mal d'actions, que ce soit sur le marché des cryptos ou aussi sur le marché US. Ce que l'on peut dire, c'est que c'est plutôt positif ce qui s'est passé en fin de journée, puisque nous avons, vous le voyez à l'écran, un Bitcoin qui est de retour à 36 000 $. Du côté de l'Ether, on est aux alentours des 2300-2400 $. Et pour le reste des altcoins, c'est quand même un peu plus délicat. On le verra notamment sur la partie analyse technique, mais vous voyez la BTC dominance est quasiment de retour à 43%. Si je devais vous citer quelques alts, vous voyez Luna 65 $, ADA au dollar symbolique. On a toujours Atom qui est dans le vert et qui réussit, lui par contre, à toujours très bien rebondir. Il veut vraiment pas lâcher les 30 $. Et ça, c'est vraiment positif. 35 $ donc pour Atom. On a aussi FTM qui rebondit plutôt bien, plus 6%. Et à côté de ça, on a le Link qui perd 5%. N'hésitez pas tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube pour essayer de la faire grandir, mettre un petit pouce bleu pour soutenir le contenu. Et on part tout de suite pour les news. Allez, on débute avec un petit point sur le Fear and Greed pour constater qu'on est donc sur le niveau 12. Donc pas de pic en dessous du niveau 10, qui est quand même pas mal symbolique puisqu'on y allait très peu de fois dans l'histoire du BTC, ou du moins dans l'histoire du Fear and Greed depuis le 1er février 2018. Après, on n'a pas plus d'historique malheureusement. Et vous le voyez, on est allé en dessous de 10 uniquement lors du bear market de 2019. Un petit peu lors du crack Covid, et même cet été, on s'était arrêté pile sur le niveau 10. Donc personnellement, je pensais vraiment qu'on irait sous ce niveau 10 avec le pic qu'on a connu hier, quasiment jusqu'à, on a fait un point bas à 33 000 $. Finalement, la peur n'a pas eu le temps de s'installer. On est quand même pas mal, assez vite remonté. Et donc, pas de niveau 10 sur le Fear and Greed. Et comme je vous le disais en intro de vidéo, on a eu une journée assez incroyable hier, puisque pas mal de volatilité. Donc, je vous l'avais mis dans le titre, je pensais que 35 000 $, c'était pas le bottom pour le Bitcoin. Quelques heures après la sortie de ma vidéo, on est venu chercher beaucoup plus bas, donc à 33 000 $, pour enfin trouver de la réaction acheteuse. On en reparlera tout à l'heure sur la partie analyse technique. Et du côté des actions US, du marché US, c'est la même chose. On a eu une énorme mèche qui a été ravalée. La journée a commencé dans le vert. On est venu chercher les 14 000 points, même un peu plus bas, les 13 000 points 700 pour le Nasdaq, avant de tout ravaler et clôturer beaucoup plus haut. Donc ça, c'est évidemment plutôt positif. Et pareil du côté du SP500, on a eu aussi une grande mèche qui a été bien ravalée pour venir clôturer beaucoup plus haut, notamment aux alentours des 4400 points. Je vous le rappelle rapidement, cette semaine, il y a les clôtures des contrats d'options pour la fin du mois de janvier, donc le 28 janvier, donc c'est dans 3 jours maintenant. On a un Max Payne qui, certes, ne fait que descendre depuis le début du mois, parce qu'au début du mois, on devait être aux alentours de 50 000, voire 55 000 $. Là, on n'est plus qu'à 42 000 $. Il y a quand même 55 000 BTC en jeu. Et forcément, vous en doutez, du coup, ça doit théoriquement attirer le prix du BTC vers le haut. Donc, c'est possible qu'on ait une fin de semaine plutôt sympathique sur le Bitcoin, avec peut-être un retour sur cette zone ici des 40 000 $, là où il y a eu le breakout avant de venir chuter, donc jusqu'à 33 000. Donc voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'on remonte un petit peu encore sur le BTC jusqu'à vendredi. On se retrouve pour le fil Twitter maintenant. Donc le premier tweet que je vous partage, c'est un tweet de Grayscale, donc le grand fonds d'investissement, qui ont publié un petit article, un petit rapport où ils montrent d'abord les articles qu'ils ont en portefeuille, les cryptos qu'ils ont en portefeuille. Et vous voyez, il y en a quand même pas mal maintenant. Donc je vous laisse regarder, je ne vais pas tous les citer, voir les cryptos qui vous intéressent le plus. Et ici, c'est les cryptos qu'ils sont en train d'analyser, d'observer et de peut-être rajouter au portefeuille. Donc je ne sais pas pourquoi il y en a qui sont en gras et d'autres elles ne sont pas en gras, peut-être parce qu'elles sont plus prioritaires que d'autres, les autres elles sont encore en train d'être observées. Si je devais retenir quelques cryptos qui personnellement moi m'intéressent plus que d'autres, on va dire, il y a Atom, vous le savez, voilà, ça fait super plaisir. On a IGLD aussi, on a Engine, on a Phantom, Gala, le Hot, VeChain, Tezos, enfin bref, en vrai il y a vraiment les principales cryptos qui reviennent très souvent quand on dit que c'est un bon projet, que c'est une bonne crypto pour investir, vous les retrouvez ici globalement dans le portefeuille de Grayscale en train d'être analysé. Donc évidemment c'est quand même plutôt une bonne nouvelle puisque eux ils ont une équipe d'experts qu'ils doivent payer très cher pour rajouter ces cryptos en portefeuille. Donc forcément si une de vos cryptos est rajoutée au portefeuille de Grayscale, vous pouvez vous dire que vous n'avez pas investi sur n'importe quoi. Un concurrent à POCMI et pas n'importe qui, puisque c'est le groupe Jackie et Michel qui lance son ICO et espère lever 30 millions € avec son token. Comme nous dit Grégory Raymond, tous les buzzwords
du moment ils sont. Donc ils prévoient en gros de faire du NFT, du Metaverse, etc. Donc de la crypto aussi, avec leur propre jeton qui s'appellera donc le Gmiz. Alors on verra s'ils arrivent à surfer sur leur hype qu'ils ont en tant que site pornographique, comparé par exemple à PocMe qui eux pour le coup, mis à part d'avoir des grosses têtes d'affiche, des personnes importantes dans leur staff, n'étaient pas forcément basés sur un site internet il me semble, hein. Je crois pas dire de conneries en disant ça, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller en gratter un peu plus en profondeur le projet. Il y a une ICO du coup et je sais pas si elle est encore disponible ou pas, si vous pouvez y participer. J'ai pas plus creusé que ça, mais c'est peut-être un bon moyen de se refaire dans cette période compliquée avec le BTC qui corrige pas mal. Un gap CME, je sais pas si je vous en avais parlé hier dans la vidéo, mais j'avais dû vous en parler dans une ADJ il y a pas si longtemps que ça quand même, de ce gap CME qui était compris entre 33 000 $ à peu près et 34 000 $, et on est venu le combler au dollar près. Donc là, son screen, il est un peu avant qu'on comble vraiment totalement ce gap. Donc comme quoi, encore une fois, les gaps, souvent, on peut venir les combler. Je crois que la stat, c'est à peu près 90% des gaps CME qui sont comblés. Donc encore une fois, là, vous le voyez, on vient combler ce gap. Donc c'est plutôt positif, hein. Ça fait un gap baissier en moins qu'on a sur le dos. En gros, maintenant, il reste un aux alentours des 23 000, 24 000 $, il me semble. Donc on espère qu'on n'ira jamais le combler celui-là parce que ça pourrait faire plutôt pas mal. On a DB sur Twitter qui mettait en avant le prix d'achat moyen de différents grands noms dans la crypto-monnaie. Alors je suis pas sûr par contre pour le Salvador, hein, il a mis 47 000 $. Il me semblait pas qu'ils avaient un prix moyen d'achat aussi élevé sur leur BTC. Pour Tesla, MicroStrategy, ça correspond totalement parce que MicroStrategy, je sais qu'ils avaient environ 30 000 $ de prix moyen d'achat sur la BTC. Tesla à peu près pareil. Block pareil, du coup un peu plus bas, 27 000 $. Donc on voit que Salvador a globalement la tête bien sous l'eau, mais bon, Nayib pour l'instant n'est pas trop inquiet. Quand je dis Nayib, c'est Nayib Bukele, le président, hein. Il fait un peu le malin entre guillemets sur Twitter. Je vous ai montré hier notamment sa petite image avec son ensemble McDo. Donc il fait pas vraiment le malin, mais au moins il le prend à la rigolade en tout cas. Donc ça c'est quand même assez intéressant parce que ça montre que de gros poissons sont encore positionnés juste en dessous du prix auquel nous sommes, et je pense qu'ils n'ont pas trop envie de voir le BTC passer en dessous, donc ils feront peut-être barrage en empêchant le BTC de venir chercher beaucoup plus bas, et donc par exemple en rachetant du Bitcoin, et ça c'est plutôt intéressant d'avoir des supports donc comme ça présents sur le Bitcoin. Pour ceux qui ont participé au crowdloan sur Polka France, je vous en avais pas mal parlé, notamment celle-ci de Akala. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont participé à cette crowdloan. Donc là, le token va être officiellement lancé sur KuCoin. Donc aujourd'hui, je sais pas si à l'heure, je vois pas l'heure ici, donc bon, ça doit bien se trouver quelque part, mais en tout cas c'est aujourd'hui que l'ACA sera lancée. Alexandre Baradez qui nous rappelle l'importance de cette semaine. Hier je vous parlais de la décision de la Fed et aussi des options CME qui doivent clôturer en fin de mois, là le 28 janvier. J'ai oublié de vous parler aussi des résultats qui vont tomber pour des grosses capitalisations du SP500, notamment Microsoft. Donc aujourd'hui on aura les résultats de Microsoft, on aura ensuite Apple jeudi et aussi Tesla mercredi. Donc des grosses échéances, pardon. Et enfin, on aura le PIB américain jeudi aussi. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses importantes qui tombent cette semaine. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Beaucoup de volatilité à mon avis sur les marchés encore jusqu'à la fin de cette semaine. Au niveau des news, on a un hacker qui a exploité une faille sur la plateforme OpenSea. Donc OpenSea, c'est la marketplace de NFT la plus connue. Et il utilise donc environ 750 000 $. Donc il a tout simplement trouvé une faille sur ce site-là pour pouvoir acheter notamment les collections les plus en vogue en ce moment, notamment les singes, là, les bikes. Il a du coup pu acheter ces singes-là pour environ 1700 $. Et les revendre quelques instants plus tard pour 185 000 $. Donc une très belle plus-value réalisée par cette personne qui s'est joliment renommée en plus OpenSea Opportunistic Buyer, donc acheteur opportun d'OpenSea, puisque voilà, il a trouvé une faille sur OpenSea et il en a pleinement profité. JP Morgan qui clôture les comptes bancaires du fondateur d'Uniswap, donc Hayden Adams, c'est le fondateur d'Uniswap. C'est lui qui nous a prévenu, hein, c'est pas JP Morgan. Il a déclaré que voilà, ses comptes bancaires avaient été fermés sans aucun préavis ni aucune explication. Et apparemment, c'est pas le seul parce qu'il dit qu'il connaît beaucoup de personnes et d'entreprises qui ont été ciblées de la même manière simplement pour avoir travaillé dans l'industrie des crypto-monnaies. Donc voilà, ça prouve encore une fois que les banques ne sont pas vraiment fans des crypto-monnaies.
et elle n'hésite pas à agir de manière assez peu scrupuleuse, hein, si je puis dire, pour mettre des barrières dans l'adoption des crypto-monnaies. Et enfin, toujours du côté des États-Unis, c'est en train de bouger côté régulation. On le sait, 2022 sera très probablement l'année de la régulation, et notamment pour les États-Unis. Donc un décret présidentiel devrait tomber d'ici février, donc publié par la Maison Blanche et son président Joe Biden, et donc on devrait y voir plus clair sur la régulation qui pourrait être mise en place aux États-Unis sur les crypto-monnaies. Alors on se retrouve pour l'analyse du BTC et on a enfin eu ce que je voulais voir, hein, ce dont je vous ai parlé hier. Il suffisait peut-être juste d'en parler du coup, mais vous le voyez ici, on a eu une grosse mèche qui a été directement rachetée. Hop, si je mets le pourcentage, on est remonté de 15%. Donc là, c'est une réaction acheteuse et c'est exactement ce dont je vous ai parlé hier. Quand on corrige comme ça, qu'on veut marquer un bottom, il faut d'ailleurs qu'on ait une réaction sur un support, sur un niveau. C'est comme ça qu'on prouve qu'il y a vraiment des acheteurs et que le bottom va pouvoir être posé sur le niveau en question. Et ici on tombe, hop, et derrière on rebondit. Donc on peut travailler le support ensuite. Là pareil, on tombe et hop, on rebondit et ensuite on peut travailler le support. Et là, du coup, on a la première étape nécessaire à ça. On est tombé et on vient de rebondir. Et on a eu aussi des volumes qui sont rentrés comparé aux anciens niveaux où vous voyez il y avait très peu de volume. Là, on a eu des volumes acheteurs qui sont rentrés. Donc c'est des choses positives. Alors, c'est pas encore transcendant, voilà, il n'y a pas non plus des volumes extraordinaires comme ce qui s'était passé ici, mais on n'est peut-être pas dans la même phase de marché aussi, donc peut-être qu'on n'a pas besoin d'une aussi grosse capitulation des personnes sur le marché pour faire repartir actuellement le marché des cryptos et du Bitcoin, puisque là on est quand même sur une baisse depuis 70 000 dollars quasiment non-stop avec très très peu de rebonds. Donc peut-être que ça sera suffisant pour mettre le dernier petit coup derrière la nuque des personnes les plus faibles, les faire sortir. Et maintenant on peut enfin repartir. Regardez, sur 4 heures on a eu pas mal de volume. Surtout on a récupéré, on a une figure de retournement ici globalement. Maintenant il va falloir à tout prix défendre ce point bas, parce que si je vous mets les autres bottoms, là je vous ai mis la zone de rechargement, donc on peut venir faire un petit tour aux alentours des 34 500 dollars. Donc sur le Bitcoin sans perdre le dernier point bas. Mais regardez, si je vous montre à chaque fois les bottoms, quand on fait la première mèche, très souvent derrière on revient tester en diminuant la volatilité. On vérifie qu'ici ça soit bien un support. Et une fois qu'on a bien validé le niveau comme un support, hop, on fait la bougie de breakout et on repart à la hausse. Donc là en gros on pourrait faire quelque chose comme ça, hop, venir ensuite corriger tranquillement, travailler le support, se rapprocher en plus de ça du coup de la trendline et péter tout ça à la hausse et repartir donc sur le BTC et relancer une tendance haussière. En tout cas voilà, je pense que c'est plutôt positif ce qu'on a eu ici. Maintenant il faut voir si toute la suite que je viens de vous montrer va se mettre en place. On passe maintenant aux altcoins et comme d'hab, je pense pas que je vais vous montrer beaucoup d'altcoins, mis à part l'Ether et la BTC dominance, puisque comme je vous ai dit, pour le moment le plus important c'est de comprendre la situation sur le Bitcoin et l'Ether dans ces grosses phases de volatilité, parce que c'est vraiment eux qui vont leader le marché. Et là du côté Ethereum contre Bitcoin, ça devient assez catastrophique, puisque vous le voyez ici, on a désormais la confirmation que c'est un fake out que nous avons eu. Hop, je vais mettre derrière la petite ellipse, histoire que voilà, on voit bien. Hop, j'essaie de la placer comme il faut. Bon, voilà. Donc ici, on avait un triangle ascendant. On sort par le haut et finalement, on réintègre. Et là, on se projette directement sur la partie basse, sur cet énorme oblique qui a travaillé à plusieurs reprises le prix. Vous voyez ici en tant que résistance. Ici, on la switch en tant que support. Et là, on est en train de travailler le support. Donc, c'est sur du weekly là qu'on est. On est sur de l'hebdomadaire. Donc on verra en fin de semaine, je pense qu'il faut attendre la clôture, voir si on réussit à tenir ou non ce support. C'est pas sûr qu'on casse à la baisse, mais si jamais on venait à casser à la baisse, du coup là on rentrerait beaucoup plus en correction du côté de la paire Ethereum comme Bitcoin. Et pour toutes les personnes qui sont sur l'Ether et même sur les altcoins, ça ne serait pas forcément positif. Après, il y a une autre chose qui peut être plus ou moins prise en compte, c'est que souvent dans les bull runs, c'est le Bitcoin d'abord qui déclenche le bull run et ensuite les liquidités qui vont se déverser sur les altcoins. Donc là, ce que l'on constate sur la BTC dominance, c'est forcément un rebond. Vous voyez les 40%, là on est sur deux bougies hebdomadaires de hausse et là on est encore en train de pousser 42,58%. Et ce que ça pourrait vouloir dire, c'est que voilà, le BTC relance peut-être un marché haussier. Donc les liquidités vont se diriger sur le Bitcoin, donc on va avoir un Bitcoin qui superforme globalement l'ensemble des altcoins, parce qu'on aura toujours des 2-3 petites alts qui se démarqueront du lot, notamment Atom en ce moment qui arrive bien à résister, mais globalement dans l'ensemble on aura le Bitcoin qui surperforme le reste du marché. Et ensuite, dès qu'il aura fini son run haussier, on pourra voir les liquidités se redéverser sur les altcoins.
Et on va conclure avec la question de l'abonné. Alors aujourd'hui, c'est plutôt une remarque que nous a fait Teferi000. C'est une remarque assez intéressante. Il m'a dit de mettre mon graphique en mensuel et de repasser la psychologie de marché que je vous ai passé hier dans la vidéo. Donc hop, je vous mets cette fameuse pattern de psychologie de marché. Donc voilà, essayez de l'imprimer là un petit peu rapidement. Et derrière, je vais vous mettre le graphique donc mensuel du BTC. Et c'est vrai que voilà, on ne peut pas nier la ressemblance. Donc avec ce pic qui serait donc l'euphorie ici en avril. Derrière, on corrige ici et on remonte directement faire ce qu'il appelle la complacency. Mais le problème, c'est que par exemple, là sur notre graphique, déjà, nous, on fait un point plus haut que le précédent. Alors qu'ici, c'est censé être un rebond du chat mort, un dead cat bounce. Donc déjà, c'est la première incohérence. Et ensuite, voilà, là, donc en gros, on pourrait dire qu'on est environ dans la phase de déni, peut-être entre déni, anxiété et panique. Enfin, c'est assez compliqué de positionner vraiment le curseur. Et là, par exemple, ici, on reviendrait quasiment au point de départ. Et donc, ça voudrait dire qu'on reviendrait quasiment au niveau des 10 000 $ à peu près, début du mouvement haussier, si on prend vraiment un copier-coller de ce graphique. Personnellement, ce que j'en pense, moi, c'est que voilà, il ne faut pas prendre un copier-coller comme ça du graphique. Il faut essayer d'estimer un petit peu ce que vous considérez comme phase. Il faut retenir les phases en fait psychologiques qui se suivent, donc l'euphorie, la complacency, l'anxiété, le déni, et essayer de les replacer un petit peu sur le graphique qu'on a sous les yeux. Donc c'est très subjectif. C'est pour ça que c'est très compliqué au final d'estimer dans quelle période on est. Moi personnellement, voilà, si je devais vous dire mon petit avis, je pense qu'on est entre la panique et la capitulation actuellement là au niveau des 33 000 $, et que derrière on va passer peut-être dans cette grande phase un petit peu chante, déprimante, où le prix va pas faire grand chose pendant peut-être quelques semaines avant de repartir. Donc voilà, je vous donne uniquement mon avis. Comme je vous ai dit, c'est très subjectif et c'est pour ça que c'est très compliqué de savoir où on se trouve, hein. Si c'était facile, malheureusement tout le monde serait riche. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, hein. Vraiment là, comme je vous dis, c'est subjectif, donc chacun aura sa propre perception, je pense, de cette psychologie de marché en fonction de peut-être ce qu'il a envie de voir, ses connaissances. Ça change vraiment, à mon avis, d'une personne à une autre. Voilà, moi je vous ai donné mon petit avis. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à mettre le petit pouce bleu et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.